Bonjour et bienvenue à cette vidéo consacrée aux isométries de l'espace. Dans un premier temps, on va revenir, parce qu'on en aura besoin dans la suite, sur les isométries planes, dans le cas orienté ou non. Et ensuite, on va passer à la nouveauté par rapport à ce qu'on a fait dans la vidéo sur les isométries du plan, c'est-à-dire la réduction des isométries dans l'espace. Donc, faisons un bref petit rappel. Si on se donne un plan euclidien orienté, donc un plan P avec un produit scalaire muni d'une base orthonormée qu'on décrétera être directe E1, E2, on avait vu, et si on se donne aussi une isométrie, donc un automorphisme orthogonal U, on avait vu que, suivant le déterminant de U, le comportement géométrique de U était très différent. Donc, faisons un bref rappel. Le déterminant d'une isométrie est toujours 1 ou moins 1. Le premier cas qui est le plus intéressant, disons, c'est le cas où le déterminant de U vaut 1. Et on avait vu que dans ce cas, U était une rotation directe, donc une rotation d'un certain angle, θ, et que cet angle θ ne dépendait finalement pas de la base orthonormée choisie, directe, pas de la base orthonormée directe choisie, mais était totalement indépendant de la base orthonormée à condition de rester parmi les bases orthonormées directes. Et θ était donc défini par... donc défini à un multiple entier de 2π près, par le fait que la matrice de U relativement à cette base orthonormée directe, E1, E2, s'écrivait comme cos θ, sinus θ, moins sinus θ, cos θ, matrice qu'on abrège par Rθ, et géométriquement, cela correspondait à une rotation dans le sens positif qui est le suivant, d'un angle θ, donc U de E1 et U de E2, comme ça. Alors, en particulier, donc, les rotations ne sont jamais diagonalisables, sauf lorsque θ est congru à 0 modulo 2π, c'est-à-dire quand c'est l'identité, ou alors quand θ est congru à π modulo 2π, c'est-à-dire quand c'est l'antipode, c'est l'application moins l'identité. Donc remarque, on avait dit donc que U n'est pas diagonalisable en général. Le seul cas, en tout cas sur R, le seul cas de diagonalisabilité, c'est hormis quand U égale moins l'identité de P ou U égale plus l'identité de P. Très bien. On avait aussi remarqué que donc, les rotations formaient un groupe abélien. La formule était R de θ fois R de tau, c'était R de θ plus tau. On avait aussi remarqué qu'une rotation était toujours la composée de deux réflexions orthogonales, par le petit schéma que je retrace ici. Donc si on a deux droites disons, on a une droite D et une droite D' qui forment entre elles un angle de θ2, θ divisé par 2, et qu'on note R, la réflexion orthogonale de droite, donc disons plutôt par rapport à D, et de même R', la réflexion orthogonale relativement à D',
alors on voyait que R' rond R, qui est donc une isométrie, puisque c'est la composée de deux isométries, et une isométrie de déterminant 1, puisque R' et R ont chacune déterminant moins 1. Donc c'est bien une rotation. Cette rotation sera la rotation d'angle θ, qu'on va noter directement Rθ. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder ce que devient par exemple un vecteur de longueur 1 sur la droite D. R va fixer ce vecteur E1, et quand j'applique R', je vais me retrouver avec un angle ici de θ sur 2 plus θ sur 2. Donc j'ai tourné de θ degrés, de θ radians. Ok, donc ça c'était le cas des rotations planes, et il y avait l'autre cas où le déterminant valait moins 1. Et on a déjà un peu rappelé ce qui se passe. Dans ce cas, on avait que, à l'opposé absolument diamétral de ça, U, on va directement dire qu'elle est diagonalisable. Et ses valeurs propres sont 1 et moins 1. Et les espaces propres sont orthogonaux. Peut-être marqué comme ça. Et remplissent donc par diagonalisabilité tout le plan. Et essentiellement, la situation se comprend comme suit. Donc on a une certaine droite, on l'appelait, voilà, ça c'est E1. On a son orthogonale qui est E-1. Et U était donc la réflexion orthogonale de droite, enfin d'axe E1 de U. Et là, je trace rapidement les images. Donc si on a un vecteur X, là j'ai U de X. Si j'ai un vecteur Y, là j'ai U de Y. On ne fait que, en gros, prendre l'image miroir par rapport à l'axe E1 de U. Ok. Alors, passons maintenant au cas des isométries de l'espace. Donc, cette discussion va nous être utile. Mais il nous faut encore un tout petit peu de un ou deux résultats avant de se lancer dans la réduction. Donc, pour fixer les notations, on va se donner E ronde à un espace euclidien de dimension 3. Alors, contrairement à la situation précédente, on ne va plus imposer d'orientation. Et on va aussi se donner, donc avec un produit scalaire crochet, et on va se donner aussi une isométrie de cet espace euclidien. Alors, donc les remarques qu'on va faire sont les suivantes. Donc, remarque. La première, et c'était déjà le cas pour les isométries planes, c'est que les valeurs propres réelles de U sont toutes égales à moins 1 ou à 1. Donc le spectre réel de U est inclus dans l'ensemble à deux éléments moins 1, 1. Une autre remarque qu'on peut faire, c'est que le spectre réel de U est non vide. Alors, ici, on n'a pas du tout besoin que U soit une isométrie pour pouvoir affirmer ça. On sait que le spectre réel, disons, ce sont les valeurs propres, ce sont les racines réelles du polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique a le même degré que la dimension de l'espace. Donc ici, le polynôme caractéristique est de degré 3. Et vous savez qu'un polynôme de degré impair, un polynôme réel de degré impair, par le théorème des valeurs intermédiaires, s'annule.
sur R. Ça nous dit que le poème caractéristique de U admet une racine réelle, c'est-à-dire U, le spectre réel de U est non vide. Ok, donc ça se trouve c'est juste moins 1, ça se trouve c'est 1, ça se trouve c'est 1 et moins 1. L'autre remarque qu'on va faire, c'est que si S est un sous-espace vectoriel qui est stable par U, alors son orthogonale est aussi stable par U. Et on peut dire un peu plus. À la fois S et son orthogonale héritent du produit scalaire de E. Donc S hérite du produit scalaire induit. Par celui de E. Et si on note U, indice S, l'endomorphisme restreint à la source et au but à S, donc l'endomorphisme de S. Alors pour le produit scalaire induit, US reste orthogonal. Ici, je rappelle que S est muni du produit scalaire induit sur, par celui sur E. Alors, toutes ces propriétés sont assez simples. Celle-là, elle découle du fait que U est une isométrie, c'est-à-dire que pour tout vecteur x, U de x a la même norme que x. Donc si lambda est une valeur propre, on a nécessairement que la norme de lambda x, c'est-à-dire valeur absolue de lambda fois la norme de x, lambda x, c'est U de x, est égale à la norme de U de x, et par isométrie est égale à la norme de x. Alors, quand on écrit ça sur papier, ça nous dit que la valeur absolue d'une valeur propre vaut 1. Ça, on a déjà expliqué. Alors ça, je vous le laisse en exercice, c'est très simple. Si jamais vous bloquez un peu, on va le démontrer en toute généralité dans la vidéo qui sera consacrée aux isométries générales. Et le dernier point, c'est donc le fait que la restriction reste encore orthogonale. Il suffit de revenir à la définition de ce que ça signifie être orthogonal, par exemple par la conservation du produit scalaire ou par la conservation des normes. Si U conservait déjà les normes, c'est-à-dire si pour tout vecteur dans E ronde, pour tout vecteur x, disons dans E ronde, la norme de U de x coïncide avec la norme de x, ça restera vrai a fortiori pour n'importe quel vecteur dans S, qui est une partie, un sous-espace vectoriel de E ronde. Ok, donc tout ça est établi, modulo ça, mais on le fera en général dans une autre vidéo. Et on peut du coup se lancer dans la réduction. Alors, on va donc faire la définition suivante. Donc posons, disons, S qui sera égal à E-1 de U, somme directe orthogonale. Alors peut-être qu'il y a encore une remarque à faire. Je vais le faire directement ici. 1,5. Le fait est aussi que, on va peut-être aussi le démontrer, que les espaces propres, pour la valeur propre -1 et 1, de U sont orthogonaux. Peut-être qu'on le démontre tout de suite. Donc ça aussi, on le reverra dans le cas général. Donc pour le 1,5. Donc si x appartient
E-1 de U, et Y appartient E1 de U, j'obtiens que le produit scalaire de X contre Y est égal au produit scalaire de UX contre UY, puisque U est une isométrie. Ceci est égal à moins X, ceci est égal à Y, c'est égal à l'opposé du produit scalaire de X contre Y. Ça force que le produit scalaire de X avec Y est nul et que ces espaces sont bien orthogonaux. Alors, on définit donc S qui sera E-1 de U, somme directe, maintenant ça s'est établi, E1 de U. Et, disons, on notera T, l'orthogonale de S, de telle sorte qu'on a que l'espace E se décompose comme S, somme directe avec T, on va le réécrire, somme directe orthogonale, E-1 de U, somme directe orthogonale E1 de U, somme directe orthogonale T. Et chacun de ces trois constituants est stable par U. Donc ces espaces propres sont clairement stables par U, puisque U agit sur l'un et sur l'autre comme l'homothétie de rapport -1 et 1 respectivement. T est stable par U d'après la proposition qu'on a, d'après le troisième point qu'on avait donné avant. Et on sait aussi que la restriction de U à T est encore orthogonale d'après, à nouveau, le troisième point. On peut faire une remarque supplémentaire sur cet espace T, qui est la suivante. T est nécessairement de dimension paire. Alors, pourquoi est-ce que T est de dimension paire? On réinvoque ce qu'on sait déjà. On avait déjà signalé que, de manière générale, dans un espace de dimension impaire, un endomorphisme quelconque, réel, admet toujours une valeur propre réelle. Si la restriction de, si U admettait U restreint T, si U restreint T admettait une valeur propre, cette valeur propre, puisque la restriction est orthogonale, d'après ce qu'on a dit ici, cette valeur propre sera égale à 1 ou 1 moins 1. Mais ça nous dirait en fait que ce vecteur propre dans T vit dans l'un ou dans l'autre de ces espaces, contredisant le fait que ces espaces soient en somme directe. Donc, la dimension de T ne peut pas être impaire, sans quoi il y aurait un vecteur propre et on n'aurait pas de somme directe, comme c'est bien le cas. Ok, donc T est de dimension paire, et T est de dimension paire dans E, qui est de dimension 3. T ne peut avoir comme dimension que 1 ou 2. Donc, comme la dimension de T est inférieure ou égale à la dimension de E, qui vaut 3, et que ceci est un nombre pair, on a que la dimension de T vaut soit 0, soit 3. Alors, on va faire une disjonction de cas, suivant ces deux valeurs possibles. Alors, premier cas, dimension de T égale à 0, c'est-à-dire que S, la somme des espaces propres, remplit tout l'espace. Id est E-1 de U plus E1 de U
c'est tout E rond. Donc cette égalité signifie très exactement que U est diagonalisable. On va encore le marquer. Il est U diagonalisable. Alors, il va y avoir différents cas suivant quelles valeurs propres apparaissent réellement dans U et avec quelle multiplicité. Donc, le spectre de U, on sait qu'il est inclus dans -1. Il y a alors 4 sous-cas suivant les multiplicités. Donc, disons 1 et valeur propre triple, c'est-à-dire que la dimension de E1 de U vaut 3. Alors ça dit exactement que U est égal à l'identité. Deuxième sous-cas, c'est si -1 est valeur propre triple. Donc c'est-à-dire que l'espace E-1 de U, c'est tout l'espace ambiant E. Donc U sera moins l'identité. Et viennent ensuite les cas mixtes. Le cas mixte, ce sera, disons, 1 et valeur propre double. Et donc, -1 et valeur propre simple. Alors ici, on doit comprendre ce que ça signifie. Donc, en termes matriciels, on aura que si E1, on va écrire E plus 1, E plus 2, E moins 3, est une base orthonormée de vecteurs propres avec E1 plus, E2 plus, une base orthonormée de E1 de U et E3 moins, un vecteur orthonormé, un vecteur de longueur 1 de la droite E-1 de U. Et cette base, on va l'appeler B. Alors, la matrice de U relativement à B va avoir la tête suivante. Ça va être une matrice diagonale puisque c'est une base de vecteur propre. Et il y aura 2 fois 1 et 1 fois -1. Alors, géométriquement, ceci correspond à la situation suivante. Donc, je trace la boule unité, ou la sphère unité, si on veut. Alors ici, cet équateur, c'est l'intersection avec le plan E1 de U. Oups. On va aussi tracer la normale. La normale, c'est la droite E-1 de U. Géométriquement, l'endomorphisme va donc faire la chose suivante. La coordonnée, entre guillemets, horizontale relativement à cet équateur par l'action de U reste inchangée. Par contre, U échange les hémisphères. Donc on peut s'imaginer que c'est une espèce de... ça fait passer la sphère à travers elle-même. Comme ça, donc c'est une espèce d'écrasement dans les deux sens. Géométriquement, par exemple, on pourrait imaginer que le point ici, donc ce point X sur la sphère, quelque part, par U, va être envoyé sur, entre guillemets, son opposé par rapport à l'équateur, U de X comme ça. Donc c'est une espèce de mouvement de faire passer la sphère à travers le plan E1 de U. Alors, passons à l'autre possibilité pour les multiplicités. L'autre possibilité, c'est que 1 est valeur propre simple
et moins 1 est valeur propre double. Alors, à nouveau, si E1, ils ont plus, E2 moins, E3 moins, est une base orthonormée de vecteurs propres. Alors, à nouveau, comme le suggère la notation, E1 sera vecteur propre de valeur propre 1 et E2 moins et E3 moins de valeur propre moins 1. Donc si ceci est une base orthonormée de vecteurs propres, la matrice de U, et à nouveau je l'appelle B, cette base, la matrice de U relativement à cette base B sera la matrice suivante. Géométriquement, la situation se comprend aussi à travers un dessin par exemple, on va le faire ici. On refait le même genre de... Alors, cet équateur représente l'intersection de la sphère unité avec le plan, cette fois E-1 de U. Et on va tracer la normale qui, puisque ici on a affaire à une somme directe orthogonale et l'espace propre pour la valeur propre 1. Alors ici aussi l'action se comprend assez bien en termes visuels. Que va faire donc U? U va laisser cette droite ici inchangée. Par contre, sur E-1 de U, ça agit comme l'application X devient moins X. Mais dans le plan, c'est aussi la même chose que la rotation de 180 degrés. Donc on peut imaginer que si on a un vecteur, on va essayer de tracer un cercle comme ça. Si on a un vecteur, par exemple ici, vecteur X, dont la projection orthogonale sur le plan E-1 est la suivante. Alors, la composante verticale, donc la composante suivant E1, ne va pas être modifiée par U. Par contre, la composante dans le plan E-1 de U va être envoyée sur son opposé. Donc ça, c'est aussi une rotation de 180 degrés. Et on se retrouve donc sur un point sur ce cercle, qui sera le point, entre guillemets, opposé de X relativement à cette droite. Alors, en termes peut-être plus parlants, on peut tout simplement dire que U agit comme, en prenant essentiellement un globe, en faisant tourner ce globe suivant l'axe E1 de U de 180 degrés. Ok, très bien. Alors, on a traité le cas où T était de dimension 0, c'est-à-dire les isométries qui sont diagonalisables. Alors, on ne l'a pas dit, mais là aussi, on pourrait dire des choses sur le déterminant. Dans ce cas-là et dans ce cas-là, le déterminant vaut 1. Dans le cas de la valeur propre, ici, le déterminant vaut moins 1. Et là, le déterminant vaut 1. Passons au deuxième cas, qui est donc le cas où T est de dimension 2. Alors si T est de dimension 2, c'est que cet espace ici est de dimension 1, c'est-à-dire que, en fait, une seule des valeurs propres 1 ou moins 1 va apparaître.
Donc, premier sous-cas, ils ont 1 et valeur propre. De sorte que l'espace E, du coup, s'écrive comme E1 de U, qui sera une droite, somme directe orthogonale avec T, qui est U stable, d'après ce qu'on avait dit avant, et sur lequel U n'admet pas de valeur propre. Donc, U n'y a aucun vecteur propre. OK. On va noter U indice T, ce sera la restriction à la source et au but de U au sous-espace T. On avait déjà vu que U indice T sera une isométrie du plan T. Et d'après ce qui précède, c'est une isométrie qui n'a pas de vecteur propre. C'est donc automatiquement, d'après la discussion qu'on avait rappelée avant, une rotation qui n'est pas égale à l'identité ou à moins l'identité. Donc, l'angle de cette rotation n'est pas bien déterminé. Il est déterminé au signe près. Donc, disons T1, T2, une base orthonormée de T. Alors, donc, UT est une rotation sur rotation de T d'angle θ qu'on peut choisir, enfin, vu comment on a fait les choses, on ne peut pas le choisir totalement, mais qui sera entre 0, pi et pi de pi. Et géométriquement, la situation est la suivante. On a à nouveau un plan, cette fois, qui n'est pas un espace propre. On a la droite propre, qui dans notre cas ici correspond à la valeur propre 1. Et on avait choisi une petite base orthonormée, T1 et T2. Et que faisait UT? UT était une rotation dans ce plan d'un certain angle θ. Alors, et cet angle n'était ni pi, ni 2pi, ni 0, disons. Alors, à nouveau, ça se comprend géométriquement. On peut s'imaginer à nouveau une espèce de globe avec un axe. Cet axe, c'est l'espace propre pour la valeur propre 1. La transformation géométrique U correspond à transformer l'espace en étendant de manière linéaire le mouvement suivant, qui est de faire tourner le globe d'un angle θ autour de cet axe E1 de U. Et puisque ici, le E1, enfin l'espace propre ici est de valeur propre 1, les points sur cet axe restent inchangés, ils ne sont pas envoyés sur leur opposé, qui est la situation qu'on va décrire maintenant. Alors peut-être, juste disons, si je choisis, donc si, disons, E est un vecteur propre pour la valeur propre 1 de U avec, disons, E1, E de longueur 1, de sorte que E, T1, T2 soit une base orthonormée de E ronde, alors
la matrice de U relativement à cette base B sera la matrice suivante. On aura un en haut à gauche et cos θ, sin θ, moins sin θ, cos θ, donc les coordonnées de la matrice de rotation Rθ dans les coordonnées en bas à droite. Ok. Alors faisons le dernier cas. Alors disons aussi, dans ce cas, le déterminant vaut 1. Alors troisième cas. Deuxième sous-cas. Moins 1 et valeur propre. On réécrit cette décomposition. E s'écrit comme l'espace propre pour la valeur propre moins 1 de U, somme directe orthogonale avec T qui est par définition l'orthogonale de E-1 de U. Lui est un plan, lui est une droite. Et pour les mêmes raisons, c'est un plan qui est U stable donc, et la restriction de U à T ne peut pas admettre de valeur propre. Donc U restreint à T n'a pas de valeur propre réelle. Sans quoi, à nouveau, on ne serait pas dans le cas où on aurait une valeur propre simple. Ok. Alors, donc pour exactement les mêmes raisons, on sait que UT est une rotation d'angle θ qui n'est pas congru à pi modulo de pi. Donc θ, disons, entre 0 et pi, strictement, et pi de pi, strictement. Ok, et ça demande d'avoir choisi une base, donc relativement à une base orthonormée T1, T2 de T. Alors, on va conclure cette vidéo en faisant là aussi le dessin géométrique. On représente à nouveau la sphère unité. Un plan intersexé avec cette sphère unité. La base orthonormée T1, T2 de T. Donc ici, ça c'est l'intersection du plan T avec la sphère. Et l'axe qui nous manque, l'orthogonale de T, c'est l'espace propre E-1 de U, la droite E-1 de U. Oups. Alors, sur le plan T, U agit comme une rotation d'un angle θ. Mais sur l'espace propre E-1 de U, U agit comme -1, donc envoie ce vecteur x, que j'ai pris au hasard, sur -x. Alors, comment comprendre donc cette transformation de l'espace? À nouveau, on s'imagine
un globe. On a un axe qui est l'espace propre pour la valeur propre moins 1. La transformation va consister, dans l'ordre qu'on veut d'ailleurs, à faire les opérations suivantes. On fait tourner le globe d'un angle θ, qui n'est pas pi qui n'est pas 0 ou 2π. Et ensuite, on échange les deux hémisphères en les écrasant à travers le plan T, en les envoyant l'une sur l'autre par écrasement à travers le plan T. Et tout ça est bien sûr étendu de manière linéaire à tout l'espace. Enfin, si je me donne, disons, un vecteur E, donc E de longueur 1 et E dans l'espace propre moins 1 de U, et que je regarde la base orthonormée qui sera E T1 T2, maintenant, base orthonormée B, j'obtiens là aussi une représentation matricielle standard. Alors la matrice de U relativement à la base B aura cette même tête, sauf que désormais ce sera un moins 1 en haut à gauche. Très bien, alors donc ceci conclut la vidéo sur les rotations ou sur les isométries dans l'espace de dimension 3. Il y a un ou deux points qu'on a laissés en suspens, mais sur lesquels on va revenir dans la vidéo des isométries. C'était le fait que l'orthogonale d'un sous-espace stable